contrôle de pouvoir n'a pas été sans conséquence. Vous savez de quoi je parle. Donc ceux qui cherchent à diviser le Congo devront aussi accepter la responsabilité d'un éventuel génocide que cette situation peut produire. À titre d'exemple, ma belle-fille est née à Lubumbashi, au Katanga. Elle est née d'une mère kassaïenne. Son père est originaire de Bandundu. Elle s'est mariée à mon fils qui est originaire du Kivu. Leur fils sera-t-il du Bandundu, du Kasaï, du Katanga ou du Kivu? Si on voit ce qui se passe avec la géopolitique, on peut se poser la question pour mon petit-fils. Mais pour moi, il est tout simplement congolais. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais ont un tel profil. En cas de division, en cas de balkanisation, que fait-on de ces Congolais? Allons-nous les envoyer dans leur province d'origine? Et en fait, quelle est leur province d'origine? Chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette question, je dis non. Le Congo, c'est un pays. Nous sommes unis par le sort. Nous devons nous forcer de travailler ensemble dans l'effort de la reconstruction de notre pays. Chacun à son niveau et chacun avec ses qualités. Mais les ennemis du peuple congolais ne l'entendent pas de cette oreille. Car ils savent que ce sont les grands ensembles qui vont diriger le monde demain, à l'exemple de la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis et l'Union européenne. Ils font donc tout pour entretenir la guerre interminable pour que nous ne soyons pas au rendez-vous de grands pays. Une des armes utilisées pendant les 16 dernières années est le viol et la violence imposés injustement à nos sœurs, nos mères et nos filles. En 1999, à ces jours, l'hôpital de Panzi, où j'exerce, a soigné plus de 40 000 personnes victimes de violences sexuelles. Je dois dire que je n'y étais pas préparé. J'étais préparé comme un gynécologue obstétricien. J'étais préparé pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile dans le pays en développement. Je n'étais pas préparé à réparer les bêtises humaines, et spécialement sur l'appareil génital de la femme. Mais en fait, ces viols ne sont pas des viols de droit commun comme on en sait, mais de plus en plus ces viols sont utilisés comme une arme de guerre, et je dois aller même plus loin. Ils sont utilisés comme une stratégie de guerre, et je vais faire une différence. La stratégie de guerre consiste à ce que vous planifiez, vous préparez l'action, et ceux qui suivent les informations, ils savent très bien qu'à Fizi, dans une soirée, 300 femmes dans un village sont violées. On ne peut pas faire une action comme ça par hasard. Ça s'est passé à Walikali, ça s'est passé dans plusieurs villages. Vous allez trouver qu'il est pratiquement impossible d'expliquer qu'un homme si élevé de femmes soit violé sans qu'il y ait une planification préalable. Et cette planification nous fait penser que c'est une véritable stratégie de guerre puisque ses impacts et ses effets sont très visibles. À Panzi, lorsque nous regroupons les informations que nous avons reçues de la part des victimes accueillies à l'hôpital, on peut constater que ce sont leurs modes opératoires. C'est que d'abord, ces viols sont méthodiques. Lorsque vous regardez les lésions que vous trouvez chez les victimes, vous pouvez réaliser en fait assez rapidement que chaque groupe armé a déjà créé son mode opératoire et ils savent tous que lorsque nous violons pour faire le plus de mal
à la communauté. Il faut non seulement violer, mais il y en a qui vont aller plus loin. Ainsi, nous avons eu des femmes qui ont eu, après avoir été violées par 4, 5, 6 personnes, le type de torture, c'est tirer dans l'appareil génital, introduire une baïonnette dans l'appareil génital, introduire des morceaux de bois dans l'appareil génital. Et je dois dire, ce que moi-même je n'avais pas vu, mais en lisant un journaliste anglais qui était de retour au Congo, il y a 3 semaines, il a témoigné d'une femme qu'il a vue, qu'on a mis le carburant dans l'appareil génital avant d'y mettre du feu. Quelles atrocités! Mais lorsque on observe toutes ces femmes après avoir été violées, il y a une convergence sur les tortures physiques et psychologiques de la communauté entière, car la communauté est invitée à assister à cette barbarie et atrocité. Le deuxième effet, c'est que ces viols sont massifs. Je viens de dire, des villages entiers, les femmes sont regroupées et sont violées à tour de rôle. Dans nos études, la moyenne était autour de 3 hommes pour une femme. Mais ces viols sont également massifs par le fait qu'ils ont des effets directs sur la victime, mais il y a aussi des effets indirects sur les enfants, sur le mari et sur l'entourage de la victime qui est obligé d'être spectateur de ces scènes de violence. Ces viols sont systématiques car, comme madame vient de le dire, j'ai soigné des bébés que j'avais trouvés violés mais avec un périnée complètement éclaté, vessie, rectum, ça fait tout simplement une espèce de cloaque. Mais aussi, j'ai soigné des personnes âgées qui avaient des lésions également aussi graves. Nous avons un pourcentage très faible d'hommes qui ont été violés. Et lorsque la guerre était à son apogée, on avait atteint des chiffres à 1,5%. Et ceci a diminué après. En fait, la question que vous pouvez me poser, quel est le mobile de ces viols? J'ai travaillé, avant la guerre, j'ai travaillé en République démocratique du Congo pendant 13 ans. Je n'avais jamais été confronté à de telles barbaries. Je pense que la Belgique a une expertise sur le Congo. Ces types de barbaries, on ne les a pas retrouvés que pendant cette période